Bonjour à tous, donc on va parler aujourd'hui d'un sujet qui fâche, puisque le thème d'aujourd'hui c'est apprendre de nos disputes. Il y a quelques mois, je me retrouvais dans une épicerie de quartier. Vous voyez ce genre d'épiceries qui sont vachement pratiques parce qu'elles sont ouvertes très tard alors que les supermarchés sont fermés depuis longtemps. Et donc je rentre dans cette épicerie. Il y a toujours des jeunes, je ne sais pas si vous avez remarqué dans ce genre d'épicerie, qui achètent un coca et puis à 1 € et puis qui squattent 1 heure comme ça. Et donc je dis bonsoir, hop, je commence à faire mon petit marché. Et voilà, je vais pour payer une fois que j'ai mes petites provisions. Et je sens que derrière moi, il y a un gars qui a à peu près mon âge qui vient de rentrer et ça commence à chauffer. Ça commence à s'embrouiller, je l'entends. Comment tu me chapes de travers? Mais non, c'est toi, comment tu me regardes? Et comment tu me parles? Et tu te prends pour qui? Mais tu vas faire quoi? Etc. Je sens que dans la tension dans la voix, que ça commence à monter. Alors je me retourne, j'ai fini et je me dis, oh, les gars, vous n'allez pas vous taper pour ça quand même. Et là, je vois les trois jeunes qui s'approchent d'un pas décidé du client qui vient de rentrer là, et je me dis que s'il s'approche comme ça, c'est pas pour lui faire des bisous. Donc, vu que je suis sur le chemin pour sortir, je le pousse dehors et je referme la porte de l'épicerie derrière nous pour continuer à essayer de calmer le jeu, mais avec une vite entre eux et lui, parce qu'il semble bien motivé à se taper, quoi. Et au contraire, ça calme pas du tout le jeu. Les jeunes, ils crient 2 fois plus dans l'épicerie. Le gars qui est derrière moi, il aboie aussi au-dessus de mon épaule. Donc l'embrouille, elle n'a pas l'air de se gérer. Heureusement, il y a les épiciers, qui étaient plusieurs en arrière-boutique, qui reviennent et qui sortent et qui essayent et qui calment les jeunes justement parce qu'ils n'ont ni envie de se faire détruire leur porte ni leur épicerie. Donc voilà, il y a un semblant de calme qui revient. Donc je dis à l'autre, bon écoute, si tu es à pied, moi je suis garé là, monte vite dans la voiture et puis c'est pas le moment de traîner là, je te dépose à l'arrêt du tram ou où tu veux. Et du coup, il habitait à 2 pas. Et sur la route, quand même, il a le temps de me dire, mais c'est vrai que je suis trop nerveux, je suis trop sanguin, j'aurais pas dû m'énerver pour ça. Mais voilà, mais j'aurais voulu le corriger, ce gamin-là, parce que voilà, il m'a piqué dans les émotions. Et puis quelques mois plus tard, je revois l'un des jeunes, l'un des plus virulents, qui me dit aussi, bah, monsieur, excusez-moi pour la dernière fois, j'avais bu, j'avais passé une sale journée et tout, j'aurais jamais dû m'énerver comme ça. Donc la morale de l'histoire, c'est que ni l'un ni l'autre voulait se battre ce soir-là, hein, mais il y a juste eu une succession d'événements. C'est parti d'un tout petit truc, c'est monté en pression et ça aurait pu mal finir. Ça aurait pu leur faire des choses qu'ils regrettaient de part et d'autre. Et du coup, vous allez me dire, mais oui, mais ça, c'est des embrouilles de quartier, c'est des embrouilles de racailles alcoolisées, ça n'a rien à voir avec nous. Eh ben non, les amis, c'est quelque chose d'humain. Et même nous, dans nos couples, dans nos familles, dans nos églises, eh ben, parfois, il y a des gens qu'on aime, qu'on respecte, à qui on ne veut absolument pas nuire, et pourtant, il arrive qu'à cause d'une dispute, qu'à cause d'une petite chose, eh ben, on en arrive à perdre un peu le contrôle et à dire des choses ou à faire des choses qu'on regrette plus tard. Donc, vraiment, ce thème, je pense qu'apprendre de nos disputes, il a toute sa place parmi nous aussi. Et voilà. Il y a plusieurs façons de voir les choses, hein, mais c'est toujours le même schéma qui se répète. C'est souvent, il y a un petit accroc, il y a une petite chose, pas grave, mais cette chose-là, on ne la veut pas, on ne peut pas, on ne l'accepte pas, et on va avoir une réaction. On va exprimer une frustration, on va exprimer parfois maladroitement ou bien avec un petit manque de politesse. Et la personne en face, eh ben, elle va être irritée de notre irritation quelque part. Et à son tour, elle va exprimer de la frustration, de la maladresse ou quelque chose d'impoli aussi. Et il va y avoir, ça va être comme un Roland Garros, bing, bing, bing. On va se renvoyer la balle et il va y avoir souvent comment dire, une espèce d'escalade. Et ça peut arriver à des feux d'artifice émotionnels où on dit des choses qui déplacent complètement notre pensée, notre volonté originale et qu'on regrette plus tard. Donc, par rapport aux disputes, il y a 2 façons de voir les choses. Il y en a qui vont dire, bah, écoutez, de toute façon, les disputes, il y en aura toujours, c'est humain, ça arrive, donc disputons-nous. Voilà, on ne va pas se laisser embêter, hein, on va pas se, voilà, moi je pense quelque chose, je le dis, et puis c'est comme ça et c'est pas autrement, donc disputons-nous. Et ça ne règle pas grand-chose, hein, mais voilà, disputons-nous. Et il y en a d'autres qui se disent,
oh, alors la dispute, évitons toute dispute. On va éviter les vagues et vraiment cherchons la paix à tout prix. Et là aussi, bah, ça ne règle pas grand-chose non plus. Donc, je pense que bah, du fait qu'on est humain, on a déjà eu des disputes, on va encore en avoir. Et je crois que la Bible, eh ben, sur ce thème-là, elle a beaucoup de conseils à nous donner. On a beaucoup à apprendre des enseignements de la Bible, que ce soit dans les Proverbes ou ailleurs. Et vraiment, il y a, la Bible, elle nous invite à outrepasser, à passer au-dessus du mal par le bien. Et aujourd'hui, je voulais vous partager 3 clés pour gérer les disputes. Donc, ce n'est pas une liste exhaustive. J'aurais pu à l'origine, j'en avais trouvé 7. Mais voilà, on va essayer de faire une prédication qui dure moins de 2 heures. Et donc, 3 clés, ça va être déjà bien. Si déjà on met en pratique ces 3 clés, eh ben, je crois qu'il y aura du bien de fait. Donc, le premier principe, c'est ne pas parler sur le coup de l'émotion. Ne pas parler sur le coup de l'émotion. C'est facile à dire, c'est un bon principe, mais après, c'est à chaud qu'il faut savoir le faire. Et dans les proverbes, je vais vous partager 2 versets. L'un dans le chapitre 17 des Proverbes qui dit « Celui qui retient ses paroles connaît la science, et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. » Celui qui retient ses paroles connaît la science. Et ensuite, au Proverbe 15, verset 1, « Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. » Cette fameuse réponse douce qui peut empêcher l'escalade. Et c'est vrai que ne pas parler du coup de l'émotion, vous avez vu je vous ai mis une petite illustration, celle du poissonnier dans Astérix. Hein. Et ben, c'est un bel exemple de justement ces échanges verbaux entre lui et le forgeron, je crois, où ils sont toujours en train ils commencent par des échanges cordiaux verbales et ça se finit au point. Parce que voilà, à s'engueuler comme du poisson pourri, c'est le cas de le dire d'ailleurs. Et ben voilà, je l'ai mis en illustration pour nous parler de ce principe, ne pas parler sur le coup de l'émotion. Pour donner un exemple, par exemple, il y a 4 étudiantes, 4 colocataires qui habitent ensemble. Et dans ces cas-là, quand dans ce genre d'appartement, souvent il y en a une qui a vraiment à cœur l'hygiène, la propreté, le ménage. Et c'est un petit peu la petite fée du logis. Elle fait tout pour que tout soit clean. Et puis les autres, ils sont peut-être un petit peu moins regardantes. Et voir qu'il y en a une qui s'en fiche carrément. Du coup, imaginons notre petite fée du logis, le samedi matin, qui a travaillé pendant 2 heures pour que vraiment le ménage de l'appart, de la colocation, il soit nickel. Et alors là, elle est contente. Elle va se faire un petit cappuccino et elle va se dire, voilà, maintenant je vais pouvoir me poser. Ça sent bon l'eucalyptus, ça brille, c'est propre, elle est contente. Hop, elle va pour se poser dans le salon. Et là, qu'est-ce qu'elle voit? Eh ben, la plus nonchalante du groupe, celle qui fait le moins le ménage, qui est en train de manger un reste de pizza de la veille et qui nous a mis déjà des miettes sur le tapis. Eh ben, notre fée du logis, elle va péter un câble. Et elle va dire à sa colocataire, mais tu te prends pour qui? Mais regarde, je viens juste de finir le ménage là, et elle va la remettre en place. Et l'autre qui va se sentir agressée, elle va lui dire, mais non, mais c'est bon, calme-toi, c'est juste 3 miettes. Et comme ça, tac, 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 il peut y avoir un échange de procès verbal, j'allais dire. Oui, des échanges verbaux qui montent en intensité. Et du coup, il y a une espèce de réaction en chaîne. Il y a un effet boomerang. Je te jette ma frustration au visage et elle me revient et tu rajoutes la tienne. Et il y a comme ça il y a une espèce d'escalade comme ça. Ça monte dans les émotions et souvent il y a un point tournant où on commence à oublier le problème et où on commence à attaquer la personne. Et là, tac. Oui, mais toi, de toute façon, tu es comme ci, tu es comme ça. De toute façon, toi. Parce qu'en fait, pour celle qui est en train de manger sa pizza tranquille, c'est rien. C'est juste quelques miettes. Mais pour la fée du logis, eh ben, ces quelques miettes, elles parlent. Ces quelques miettes, elles lui disent, mais
regarde, mais elle s'en fiche de ton travail. Elle te considère absolument pas. Elle te considère comme une femme de ménage, comme une esclave, mais en aucun cas tu es aimé ou respecté. Et, et cette frustration qu'elle exprime, eh ben, elle est juste si on se met dans ses baskets, si on se met dans ses babouches, mais elle est complètement incomprise de l'autre côté, et c'est l'autre qui se sent agressé, et comme ça, on s'agresse mutuellement. Donc, ces versets, ils ont vraiment toute leur importance. Celui qui retient ces paroles connaît la science, et une réponse douce calme la fureur. Combien de prises de bec comme ça, on a vu se finir prendre des proportions complètement irréelles. Combien des fois, même des fois, ça en est venu aux mains, en partant de tout petits accros. Je suis sûr que vous avez des exemples de soirées ou de prises de bec, que ce soit avec des collègues ou des collègues ou des voisins que vous avez vu s'embrouiller à partir de rien et en arriver presque en arriver aux mains ou carrément en arriver aux mains. Et justement, quand Jésus, il nous dit en cas de violence physique, il dit si on me tape sur une joue, je tends l'autre joue. C'est pas parce que c'est pas parce que c'était un masochiste qui disait ah ouais mais moi j'aime bien qu'on me tape, vas-y tape-moi, tape-moi, j'aime ça. Pas du tout. Mais là, Jésus, en matière de violence physique, il invitait à arrêter l'escalade, à briser le cercle de la violence. Et au niveau de la violence verbale, c'est le même principe. C'est tellement important de savoir se retirer, retenir ses paroles ou avoir une réponse calme, douce, au lieu d'une réponse dure. Et vraiment, c'est ce à quoi Jésus nous invite, tendre l'autre joue, briser le cercle de la violence. Et ça, c'était donc le premier principe. Ne pas parler sur le coup de l'émotion, ne pas se laisser emporter par nos émotions. Pour éviter de dire un jour, en fait, je ne pensais pas ce que j'ai dit. Je t'ai parlé comme ça parce que j'étais blessé. Combien de fois on l'a entendu cette excuse, cette pseudo-excuse à la fin de violentes disputes, que ce soit dans des couples, dans des familles, entre amis. Je ne pensais pas ce que j'ai dit, je t'ai dit ça parce que j'étais blessé. Et c'est ça le problème. On dit souvent, oh, les disputes, c'est pas grave, il y en a toujours. Mais le problème dans la dispute, c'est la souffrance. C'est que la dispute, ça implique nos émotions et on se dispute avec son cœur. Et parfois, il y a des gens qu'on aime et à cause de maladresse, on leur fait des gens à qui on veut du bien, on arrive à leur faire du mal juste parce qu'il y a eu un accroc et parce qu'on a mal géré cet instant de dispute et d'opposition. Et qu'on a fait les choses, qu'on s'est exprimé un petit peu n'importe comment. Donc c'était notre premier principe, ne pas parler sur le coup de l'émotion. Le deuxième principe que je voulais vous partager ce matin, c'était savoir se remettre en question. Et là, vous allez avoir un verset qui s'affiche, c'est dans les évangiles où Jésus il confronte les pharisiens et les gens religieux, mais en même temps, il confronte toute l'humanité, hein, parce que je pense que toute l'humanité est concernée. Il nous invite à arrêter de juger l'autre en fait. Il dit mais pourquoi est-ce que tu vas voir la paille qui est dans l'œil de ton voisin et tu n'arrives même pas à voir la poutre qui est dans le tien. Retire d'abord la poutre qui est dans ton œil et ainsi tu verras, tu pourras aider ton voisin avec sa paille. Et là, Jésus, il nous parle de notre hypocrisie. Il y a un adage populaire qui dit « mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité ». C'est exactement dans cet esprit-là. Parfois, on a comme une poutre, on a une poutre dans notre œil et donc un problème énorme et on va l'occulter complètement. Et on va se donner le droit de faire la morale aux autres pour une petite paille, un tout petit problème qui est dans leur vie. Et pour illustrer ce problème, se dire, eh bien, je vous ai mis une photo qui est, vous avez peut-être reconnu, peut-être pas, mais c'est celle de Jérôme Cahuzac.
Jérôme Cahuzac, l'affaire Cahuzac, vous en souvenez peut-être, bien que ça commence à dater, ça fait déjà 10 ans, mais ce ministre, il était ministre du budget à l'époque, donc il était responsable de tout ce qui était la direction générale des impôts, tous ceux qui vont vous contrôler pour dire, voilà, vous devez tant et tant d'impôts, et bien faire attention que vous réglez jusqu'au dernier centime. Bah, Monsieur Cahuzac, c'était le responsable directeur président en chef de la direction générale des impôts, donc, et il a été condamné en 2012 pour blanchiment d'argent et fraude fiscale. Donc, celui qui aurait dû être le plus irréprochable et qui faisait la leçon aux autres, il a été condamné et du coup il a été suspendu, etc. Mais je trouvais que c'était un bel épisode, un bel exemple d'hypocrisie. Mais en même temps, ce n'est pas pour le pointer du doigt lui, parce que quelque part, on est tous des petits Jérôme Cahuzac. On a tous un petit brin d'hypocrisie quelque part dans notre vie. Et on a tous à se remettre en question et à se rappeler de cette parole de Jésus en disant, mais avant de juger l'autre, balaye devant ta porte. Avant d'aller leur parler du petit brin de poussière, du petit brin de paille qu'ils ont dans l'œil, mais enlève donc la poutre qui est dans le tien. Et Lucas, avant de montrer quelqu'un du doigt, eh ben, juge-toi toi-même en premier et commence à balayer devant ta porte avant quoi que ce soit. Et donc le deuxième principe, c'est savoir se remettre en question. Parce que dans une dispute, ben, il n'y en a jamais un qui est tout blanc et l'autre qui est tout noir. Les torts sont très très souvent partagés. Et avant de rentrer dans l'art de l'autre, si je puis me permettre, eh ben, c'est bien de se demander mais quelles sont mes responsabilités dans l'affaire, quelque part. Moi, j'ai eu, il n'y a pas longtemps, avec mes enfants, justement, souvent quand on devait partir à l'école ou que j'étais au jardin d'enfants avec eux, puis que c'était l'heure de rentrer pour manger, et que ma femme n'était pas là, et ben, on se prenait la tête. C'était conflit, c'était allez, c'est l'heure de partir, et à chaque fois, il y avait conflit, il y avait des cris, des larmes, etc. Et je demandais à Laurence, mais oh, comment tu fais toi? On dirait que toi, il te respecte, mais que moi, il ne me respecte pas quelque part. J'étais un peu. Donc, du coup, franchement, bien sûr, je montais sur mes grands chevaux en disant, attends, c'est pas les. Faut remettre les choses à leur place. Moi, je suis papa, toi, t'es. Et voilà, et tu obéis, etc. Et j'aime pas mettre des rapports dominant-dominé comme ça. Toi, tu te tais et tu obéis, etc. Ça me dérangeait, puis surtout que ça marchait pas. Et en fait, voilà, je me sentais agressé par mes enfants qui me disaient non, on ne veut pas partir, etc. Et du coup, ça faisait, voilà, ça montait le ton et puis ça se prenait la tête pour pas grand-chose. Et Laurence, elle m'a dit, mais est-ce que tu penses à les avertir avant? Ah ouais? Bah non. Et c'est quelque chose de tout bête, tout simple, mais juste le fait de venir 5 minutes avant et de leur dire, hé les enfants, jouez bien là, parce que dans 5 minutes, on va partir. Eh bien, ça change tout. Depuis que je mets en pratique ce petit conseil tout simple, tout bidon, on peut dire, eh ben, ça change tout. Et là, c'est important de se remettre en question, justement. Et pas juste de crier plus fort que les enfants, de leur crier dessus et d'imposer sa volonté, mais juste se mettre à la place des enfants et de se dire, mais ouais, mais en fait, pour eux, c'est moi l'agresseur, quelque part. C'est moi qui agresse en premier. Parce qu'ils sont à fond dans leur jeu, ils jouent avec leurs copains et leurs copines au jardin d'enfants, ou bien ils sont absorbés dans une super histoire avec les Playmobil, etc. Avant de partir à l'école, ils sont à donf. Tu as le bateau de Playmobil des pirates qui est en train d'attaquer la caserne de pompiers. Je veux dire, ça s'est jamais vu dans aucun film. Et donc, ils sont à fond dans leur histoire, et moi, j'arrive, et c'est moi qui les agresse pour eux. Hop, allez, on arrête tous les délires là. Rabat-joie de première, allez, on arrête tout et vous me suivez, vous montez dans la voiture. Et du coup, ils se sentent agressés, frustrés, et ils me répondent avec de la frustration et sur un ton agressif. Et voilà, l'escalade est en route. Et du coup, c'est tellement important de savoir se remettre en question, même avec nos enfants. Et surtout avec nos enfants, mais et surtout avec les gens qu'on aime, en se disant, j'ai peut-être, dans ma façon de dire les choses ou quoi, j'ai peut-être ma part de responsabilité dans l'agressivité qui me revient, quoi, qui me revient dans la tête là, et que justement, il faut qu'on calme le jeu et qu'on se remette tous en question. Savoir
balayer devant sa porte, changer de comportement s'il le faut. Et des fois, on entend parler dans des familles ou quoi, il faut surtout pas énerver le papa, il faut surtout pas qu'il se mette en colère, faut surtout pas, il est très susceptible, faut surtout pas faire quelque chose qui le contrarie, ou bien des fois c'est la reine-mère, c'est la maman qui, oulala, faut surtout pas la contrarier quand faut pas faire de vagues. C'est tellement dommage quand on est dans des rapports familiaux comme ça, parce que le papa ou la maman, ils savent pas de quoi ils se privent en naturel, en cadeau dans les relations, du fait d'avoir instauré cette façon cette façon de fonctionner dans les relations, parce que c'est tellement dommage. Dans la famille, c'est du bonheur d'avoir des relations naturelles, fluides et puis cool les uns avec les autres. C'est une base que parfois, dans certaines familles, on ne peut pas profiter malheureusement. Mais c'est très important de savoir se remettre en question. Il y a quelques temps, il n'y a pas longtemps, là, quelques semaines, il y a un jeune couple que je recroisais un jeune homme qui vient de se marier depuis moins d'un an, et il me disait ouh là là, mais je ne pensais pas que ça allait être si chaud la première année de mariage. Et puis chaud, pas forcément dans le bon sens du terme en plus. Je pensais pas que ça allait être aussi chaud au niveau des relations. On n'arrête pas de se prendre la tête pour plein de petits détails. Souvent, il y a plein de petites disputes. Donc voilà, moi, ce que je fais, je sais que c'est chaud la première année, donc je passe dessus, je passe au-dessus de tout un peu, et puis je laisse passer, et puis voilà, on verra plus tard. Et donc je disais, c'est bien de laisser passer, de savoir laisser passer les choses, mais en même temps, c'est pas bien. Parce que dans le quotidien, il faut savoir pas faire des procès pour tout et n'importe quoi. Il faut savoir passer sur les petites choses, sur les petits sujets de frustration dans le couple, mais en même temps, il y a des choses qui sont importantes pour toi, qui sont des valeurs fondamentales pour toi, où il y a des choses où tu peux peut-être pas te sentir respecté, ou des choses où tu peux te sentir dénigré ou bien abusé même. Et ça, il faut en parler. Il faut en parler de ces choses-là, parce que si tu laisses passer des grosses choses, au bout d'un moment, ça va exploser. Et ça va être... Donc, oui, il faut passer sur les petites choses, mais les choses qui sont importantes pour toi, il faut prendre le temps d'en parler de manière calme et équilibrée, quoi. Donc, notre première valeur, c'était ne pas parler sur le coup de l'émotion. La deuxième valeur, c'était savoir se remettre en question. Et notre troisième clé, on peut dire, c'est savoir lâcher prise devant l'offense. Et ça veut dire savoir pardonner et savoir demander pardon. Et là, j'ai mis un verset de Colossiens qui dit « Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que le Christ vous a pardonné, pardonnez aussi. » Donc là, il nous est dit de pardonner comme le Christ nous a pardonné. Et c'est vrai que s'il y en a un qui aurait des raisons de nous en vouloir, c'est bien Dieu. Dieu, il nous a tout donné, il a tout donné à l'humanité pour qu'on vive une vie parfaite. Il nous a invités dans une relation d'amour à vivre avec lui. Et l'être humain, à part chercher à désobéir, à faire sa voix, à prendre son propre chemin, et à détruire plus que de construire, il y a tellement d'exemples tout au long de l'histoire. On voit combien l'être humain, Dieu aurait toutes les raisons du monde d'en vouloir à l'humanité, et pourtant, au lieu de rester séparés de nous, au lieu de laisser ce mur du péché nous laisser mourir de notre côté du mur, nous séparer de lui et mourir de l'autre côté du mur quelque part, au lieu de nous laisser passer l'éternité loin de lui en enfer, il a décidé de nous donner une clé, de nous donner la solution qui allait être la clé de la rédemption et du salut. Il a envoyé Jésus pour nous apprendre qu'est-ce que c'était d'aimer parfaitement, et aussi pour donner sa vie sur la croix pour payer le prix de nos fautes, de nos péchés et le réconcilier avec lui. Et Dieu qui aurait eu toutes les raisons du monde de nous en vouloir, au contraire, il nous a montré le chemin de l'amour et du pardon. Donc,
Dans ce verset, c'est vraiment clair, supportez-vous les uns les autres, et même si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, donc même s'il y a vraiment de quoi se plaindre, de quoi être en colère, et ça arrive, je veux dire, on a le droit d'être en colère en même temps pour certaines choses. S'il y avait quelqu'un en qui vous faisiez extrêmement confiance, que vous lui avez confié des choses particulières, intimes par exemple, et qu'il est allé le répéter à Pierre-Paul Jacques, bah voilà, il a brisé votre confiance et une règle de l'amitié basique. Donc il y a de quoi se sentir irrité, de quoi être en colère. Maintenant, la Bible, elle nous invite à ne pas se coucher sur notre colère. C'est-à-dire, bah, ça ne veut pas dire qu'au bout de 24 heures, c'est bon, c'est mort, mais ce verset, il nous invite à régler nos différends, à ne pas rester en colère contre quelqu'un et vraiment à régler les choses, à aller se voir les uns les autres et quelle qu'a été l'offense, trouver des chemins pour discuter, pour pardonner. Parfois, la relation, elle peut repartir comme avant pour des petites choses, et pour des choses plus difficiles ou pour des gens qui sont vraiment qui vous blessent régulièrement. Bah, des fois, il faut juste la sagesse, c'est de pardonner la personne, de l'aimer, mais de loin, de mettre des distances. Pour certaines personnes qui malheureusement parfois sont un peu toxiques et ne font que blesser les gens autour d'eux, quoi. Donc il faut mettre une distance pour qu'ils prennent sur eux et puis qu'ils se soignent, qu'ils changent de comportement entre guillemets. Sinon c'est plus possible d'avoir des relations avec des gens qui sont toxiques. Pardonner, même quand on a été offensé. La définition en gros du pardon, c'est de se dire, c'est quand il y a une personne blessée qui fait le choix de renoncer au ressentiment ou à la vengeance envers la personne qui l'a offensé. Le pardon, c'est pas de dire il s'est rien passé, on oublie tout, c'était pas très différent, on va oublier ou bien on va banaliser ce qui s'est passé. Pardonner, c'est décider de se libérer de l'offense qui a été faite pour ne plus en souffrir. Et donc, ça ne veut pas dire la banaliser ou dire qu'il ne s'est rien passé, quoi. Il y a un proverbe que j'aime bien qui dit ne pardonne pas parce que on ne pardonne pas parce que la personne mérite le pardon, mais pardonne parce que toi, tu mérites la paix. Je vous la redis comme il faut. Pardonne, non parce que la personne mérite le pardon, mais parce que toi, tu mérites la paix. Et c'est vrai que des fois, le ressentiment, la haine, la vengeance, eh ben, c'est nous qui allons être les premiers à être punis. Et du coup, c'est encore une forme de souffrance supplémentaire. Et c'est tellement important de savoir pardonner, et même quand on a blessé quelqu'un, de savoir demander pardon aussi. C'est un signe d'humilité, et c'est pas parce que tu demandes pardon à quelqu'un que tu vas perdre de l'autorité ou du crédit, au contraire. Que ce soit dans ta famille, dans ton travail, parce qu'on est… je donne un exemple par exemple. Une fois, moi j'étais responsable de Jeunesse en Mission pendant, et je le suis encore d'ailleurs, mais dans d'écoles de disciples. Et donc, l'été, on était une vingtaine de jeunes. Enfin, moi, j'étais moins jeune que les autres, mais on était une vingtaine comme ça, et on passait dans les églises, on faisait beaucoup de choses artistiques, du rap, des mimes, de la danse, etc. Et on allait dans les églises pour encourager, on allait dans des prisons pour prêcher l'évangile, on faisait beaucoup de spectacles de rue, etc. Et un soir, on devait intervenir dans une église. Et une église assez traditionnelle, assez carrée, où il faut avoir sa chemise, sa veste, etc. pour prêcher. Et voilà, donc on se dépêchait pour aller à cet endroit-là. On passe chercher les filles avec le minibus devant chez elles. Les filles, elles arrivent toutes belles, toutes pimpantes, toutes bien coiffées, toutes bien habillées. Superbe. On va chercher les gars. Et les gars, sur l'équipe, il y en a 3 qui sont en short. Alors je leur dis, écoutez les gars, ça va pas faire. Là, on va dans une église bien traditionnelle, et du coup, où ils sont toujours tous tirés à 4 épingles. Et voilà, donc là, il faut aller au moins mettre un pantalon correct, quoi. Mais en short, ça le fait pas du tout.
Et donc, il y en a deux qui disent oh oui, ok, qui partent tout de suite se changer. Et il y en a un qui me dit mais non, mais écoute, ouais, moi je reste en short et tout. Jésus, moi, il m'aime aussi bien en short qu'en pantalon et tout. Et puis ça, sinon, s'habiller comme, enfin, genre, c'est des religieux s'ils comprennent pas ça, etc. Et là, moi, j'étais pas d'humeur, j'étais stressé à cause voilà, on était en retard, etc. J'étais pas d'humeur à faire des grands débats théologiques. Je lui dis, écoute, tu la fermes et tu vas changer maintenant. Donc le gars, il voit que j'ai un ton ferme et du coup, il y va. Et immédiatement, tout de suite, je me sens super mal derrière parce que c'est pas du tout ma façon de gamberger, ma façon d'être, de se dire voilà, moi je suis le chef ou moi je suis tu me dois le respect, donc tu fais ce que je te dis et tu la fermes. Ça, c'est. Bah, c'est vraiment enfin, c'est une des rares fois où ça m'est arrivé. Et du coup, je suis super mal tout de suite. Et donc, quand il revient, bah, je lui explique. Il a mis il a mis un beau pantalon. Et je lui dis, écoute, je le prends tout de suite à part. Et je lui dis, écoute, je te demande pardon, je t'ai dit ça tout à l'heure. Mais ce n'est pas juste du tout. Voilà, on va dans une église où ils sont traditionnels, où c'est important pour eux de bien s'habiller pour aller à l'église. Donc, ça fait partie de leurs valeurs. Et nous, on y va pour servir. Et nous, par politesse, par respect pour eux, pour les honorer, eh ben, on va reprendre leur code. On s'habille comme eux. On va prendre leur code parce que pour eux, c'est important. Donc, vu qu'on les respecte, eh ben, on va bien s'habiller. C'est important. Donc dans nos églises, c'est un détail et c'est pas très important, mais eux, ils y tiennent et c'est important pour leur culture d'église. Donc on va le faire. C'est pour ça que c'est important de le faire. Donc je t'explique le pourquoi, le fond. Donc là, je m'excuse pas sur le fond parce que c'est très important et ça, c'est une valeur qu'il faut qu'on comprenne. Mais par contre, je te demande vraiment pardon parce que je t'ai dit je t'ai dit de la fermer et ça. Je te demande pardon pour comment je te l'ai dit parce que ça manquait de respect et je veux absolument pas te manquer de respect parce que voilà, je suis super mal de t'avoir de m'être énervé, d'avoir levé le ton et d'avoir dit de ferme ta. Ouais, j'avais même dit plus que la ferme quoi. Et voilà, du fait qu'on était en tête à tête et voilà. Et du coup, je me suis platement excusé et il a bien compris. Et ce genre de choses, et ben voilà, ça peut arriver. On n'est pas parfait. Un petit coup de nerf parce qu'on est en retard, etc. Et ben bing, des fois, nos mots, ils dépassent nos pensées. Et du coup, le fait de demander pardon, et ben ça ne nous fait pas perdre de l'autorité et du crédit. Au contraire, ça renforce la relation. Les personnes en face, ils comprennent que le fait qu'on tient à la relation plus que. Enfin, on veut enlever toute ombre et plus que d'avoir raison, on veut prendre soin de la relation parce qu'on aime l'autre. Et donc, pour finir, je voulais vraiment vous inviter à justement prendre les disputes et à les regarder sous une nouvelle perspective. Une dispute, c'est pas parce qu'on se dispute qu'on n'a pas d'atome crochu, qu'on n'a rien en commun et qu'on doit se séparer et marcher sur des chemins différents. Une dispute, justement, c'est un potentiel de croissance. On peut vraiment le regarder comme un potentiel de croissance et quelque chose qui va renforcer nos relations. Nos disputes, elles peuvent nous apprendre beaucoup. Elles peuvent nous apprendre à découvrir et à respecter la différence des autres. Oui, tout le monde ne pense pas comme moi, tout le monde n'a pas été élevé dans ma famille, dans ma culture, et le fait de découvrir et de respecter la différence des autres, eh bien, ça va m'enrichir vraiment. Et une dispute, elle va m'apprendre aussi à me remettre en question, à grandir dans ma façon d'aborder les autres, d'avoir des relations avec les autres. Et ça va aiguiser il y a un proverbe qui dit le faire aiguise le faire. Et à force de côtoyer des gens différents, eh ben, je vais savoir me remettre en question et avoir de plus en plus de sensibilité pour apporter les choses et pour échanger avec les gens. Enfin, elle peut nous faire grandir dans la maîtrise de nous-mêmes, la maîtrise de soi, de sa langue et de ses émotions.
Il est dit que les fruits de l'esprit, le fruit de l'esprit, c'est un des fruits de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Et on a besoin de demander son assistance au Saint-Esprit pour lui dire, mais fais-moi grandir dans la maîtrise de moi, justement. Donc l'important dans nos relations, ce n'est pas toutes nos différences de culture, nos différences de génération, nos différences de point de vue ou bien tous les petits détails, les petites choses qui peuvent nous agacer au quotidien. Mais l'important, c'est nos relations elles-mêmes. L'important, c'est l'amour. Et quand je dis ça, je fais même le geste, l'amour, j'assume. Et donc quand je suis en train de dire ça, il y en a peut-être qui se disent « Ouh là là, mais qu'est-ce qu'elle est naïve cette conclusion ». Et dans 5 minutes, il va se mettre à chanter « Toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, plus tous ceux qui sont seuls ». Pas du tout, les amis. Ce que je vous dis, je le dis, je l'assume. Le plus important entre nous, c'est l'amour. C'est les relations elles-mêmes. Et spécialement dans notre église, il y a une des valeurs dont on parle souvent, c'est l'amour dans la vérité. Et quand on parle de l'amour dans la vérité, ce n'est pas juste pour dire, voilà, la vérité, on va dire l'amour dans la vérité, on ne va pas dire, tiens, l'amour, la vérité, elle est là, et donc toi, tu as tort, toi, tu as raison, moi, j'ai raison, toi, tu as tort, c'est pas du tout dans ce calme-là. L'amour dans la vérité, c'est d'avoir des relations vraies. C'est de savoir se dire les choses dans le calme, savoir se calmer, savoir exprimer nos frustrations, savoir pardonner ou demander pardon quand il le faut, savoir changer de comportement, savoir se remettre en question, mais surtout continuer à marcher ensemble, quelles que soient nos différences, quel que soit ce qui parfois peuvent nous opposer. Donc voilà, c'était ce que vraiment Dieu m'a mis à cœur par rapport à comment est-ce qu'on peut apprendre de nos disputes. Voilà. Donc, pour avoir des travaux pratiques, allez pas provoquer une dispute exprès avec votre femme pour voir si ça marche. Vous inquiétez pas, on continue juste tranquillement à méditer ces versets et ces petits principes pendant ces quelques jours. Et puis les disputes, n'allez pas les chercher, elles arrivent toutes seules. Mais vraiment qu'on puisse les garder, ces principes à cœur, pour pouvoir les mettre en pratique et puis vraiment grandir dans notre caractère et dans nos relations avec les autres. Soyez bénis les amis, à bientôt.